Pendant longtemps, on a considéré les ressources naturelles au Québec comme étant simplement créateurs d'emplois. On a donné nos ressources naturelles, on les a laissées gérer par des gens, des étrangers, et on le fait toujours. On n'a donc jamais agi en adulte. On a 2 fois le territoire français couvert de forêts. C'est énorme, ça. Le Québec est un pays forestier. On est propriétaire de nos ressources, on agit comme des locataires gênés d'être chez eux. Ce qui fait qu'on est une société à l'avant-plan, ce qui fait qu'on a des mesures sociales, tout ça repose sur les ressources naturelles de tous les Québécois. Les ressources naturelles sont à la base de tout ce qui est produit autour de nous. Il y a 2 types. Il y a des ressources naturelles renouvelables. L'eau en fait partie. La forêt, on pourrait dire l'agriculture aussi, fait partie des ressources naturelles renouvelables. Dans les ressources non renouvelables, ici, on va parler essentiellement des ressources minérales qui vont inclure les ressources en hydrocarbures non renouvelables, le pétrole, le gaz de charbon. Donc ça, ce sont des ressources qui, une fois extraites, ne sont plus disponibles. L'essentiel de la loi des mines, qui date de 1880, donc ça fait 130 ans qu'elle existe, a été retapée quelques fois durant sa longue vie, mais il n'y a pas eu de changement majeur dans le fond, qui est le free mining, c'est-à-dire l'accès constant à l'exploration minière. La nouvelle loi va créer quelques petites exceptions pour des endroits touristiques, mais ça va rester mineur. La nouvelle loi aussi augmente de 70 à 100% les réserves que les minières devront mettre de côté pour la récupération des sites. C'est essentiellement ça, les changements de la loi. Oui, il y a des petits détails à gauche et à droite, un petit peu de versement d'argent vers les municipalités, mais cet argent-là est transféré à partir des poches du gouvernement, donc c'est de citoyen à citoyen. À ce moment-là, ça ne change rien dans vraiment notre relation entre nous et l'exploitant. Donc, la loi des mines couvre à la fois tout ce qui est souterrain, si on veut, et donc les métaux, autres minerais, mais aussi les hydrocarbures. On est une des seules juridictions en Amérique du Nord à ne pas avoir une loi spécifique sur les hydrocarbures parce que dans la réalité, la gestion du développement, de l'exploration, de l'exploitation, les profits générés sont très différents dans les 2 cas. Les investissements nécessaires sont très différents. Donc, en général, on gère ça de manière différente. On nous promet une nouvelle loi sur les hydrocarbures et on a fait un petit amendement qui va permettre de changer un peu la structure des permis dans les hydrocarbures, où là, on va les mettre aux enchères, mais on n'a aucun détail sur la structure de cette modification-là. Donc, on ne sait rien pour le moment. Essentiellement, l'Ancien Régime, il a une tradition très, très, très longue qui remonte à 1849, où une forêt, essentiellement publique, on la confiait à des industriels de la transformation de manière à générer de la richesse pour le Québec. À partir des années 1970, là, par exemple, il va y avoir des variables environnementales qui vont entrer en ligne de compte pour mieux tenir compte des conditions du milieu. En 1994, il y a toute une stratégie de protection de la forêt. Donc, on veut récolter du bois tout en maintenant les composantes du milieu qui permettent une diversité d'activités. À partir de 2002, bien là, on va inscrire la loi sur les forêts en disant qu'il faudrait bien que ça se fasse de manière durable. Et là, tout un certain nombre de critères, d'indicateurs. Les éléments de participation du public vont entrer en ligne de compte. Alors, c'est une foresterie qui est de plus en plus contraignante, mais pour ce qui est de la production de bois, mais l'acteur principal est toujours l'industriel de la transformation. D'ailleurs, 95% de la forêt publique, les droits sur les bois de 95% de la forêt vont aller à des industriels de la transformation à travers 200 quelques contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier, les fameux CAF.
Le nouveau régime change ça du tout au tout, puisque maintenant, les industriels de la transformation, on va leur confier la responsabilité de transformer la matière première, mais la gestion de la forêt, le gouvernement rapatrie tout ça et va mettre sur pied une politique très décentralisée, voire régionalisée, puisque maintenant, les autorités régionales ont leur mot à dire dans la politique forestière. Il y aura des représentants pour nourrir la planification gouvernementale avec des intrants, des préoccupations très terre-à-terre. Les bois vont être alloués vers les industriels à travers des garanties d'approvisionnement. Alors que dans l'ancien système, vous aviez une usine qui pouvait obtenir un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier qui répondait à 100% des besoins, avec le nouveau régime, les garanties ne vont répondre qu'à 75% des besoins. L'autre 25% pourra être obtenu en participant à des enchères publiques pour les bois de la forêt publique. Et ça aussi, c'est une autre grosse nouveauté, parce qu'auparavant, à travers un CAF, le volume de bois auquel vous aviez accès avec un CAF, eh bien, vous le payez sous forme de redevance. Avec le mécanisme d'enchère, on aura un véritable signal de marché qui permettra de fixer la valeur des redevances garanties à travers des garanties d'approvisionnement. Je pense que le modèle actuel au Québec, c'est un modèle qui est celui recommandé, par exemple, par la Banque mondiale. Il y avait un rapport il y a quelques années et les économistes nous disent, dans la théorie classique, on doit absolument, quand on fait des redevances, les mettre sur les profits. Mais ce qu'on voit, c'est que le problème de ça, c'est que les propriétaires de la ressource n'ont peut-être pas à ce moment-là toujours le rendement qu'il faut sur une ressource, on le rappelle, non renouvelable. Il est très facile de cacher des profits dans des grosses compagnies. Et c'est pourquoi on ne veut pas tout mettre nos œufs dans la question des profits. Donc, ce qu'on voit à plusieurs pays, c'est qu'ils ont des systèmes mixtes où on va chercher une redevance sur la valeur du minerai, plus sur les profits. Et ça m'apparaît peut-être un modèle qui est plus facile à gérer et plus facile pour assurer des rendements pour les propriétaires de la ressource. Il faut concevoir les hydrocarbures qu'on produira au Québec comme toute autre ressource naturelle non renouvelable qu'on va produire. Présentement, le modèle économique qu'on a adopté est tout à fait inapproprié pour l'exploitation des ressources en hydrocarbures au Québec. On y recherche très peu de la valeur de cette production-là et on se compare souvent, le gouvernement se compare à l'Alberta. Or, on devrait plutôt se comparer vers des modèles qui sont de plus grande qualité, comme la Norvège, qu'on mentionne souvent. La Norvège a pris comme chemin d'être présente au moment de l'exploitation et donc de partager les profits, pas seulement les redevances. Donc, on va chercher des redevances, mais on a aussi une participation importante aux profits. Pourquoi? Parce qu'on est là via Statoil, qu'on contrôle encore à 65%, et une autre compagnie d'investissement norvégienne, Petoro. Donc, ces deux compagnies-là permettent à la Norvège d'aller chercher 78% des revenus en pétrole. L'Alberta se contente des impôts et des redevances et va chercher présentement autour de 38%, la moitié, un petit peu moins que la moitié de la Norvège, en termes de participation. Donc, ça veut dire que 62% va dans les poches des investisseurs directement. C'est un modèle qui est parfois plus facile à faire dans les hydrocarbures parce que les risques sont un peu moins, sont mieux contrôlés que dans le modèle minier. Dans le prochain budget, on a prévu qu'il y aurait 1,2 milliard de redevances totales sur tout ce qui est mines, forêts, eau, tout ce qu'on a comme ressources naturelles, 1,2 milliard. Sur un budget du Québec qui est de 70 milliards. Ça fait même pas 2% de tous les revenus qui sont associés aux redevances de nos richesses naturelles.
Ça parle tout seul. Est-ce qu'on récupère, est-ce qu'on récolte la juste part? Et c'est au-delà des redevances. Parce que la redevance, c'est une partie de ce qu'on peut faire avec les ressources, ce qu'on ne fait pas actuellement. On ne transforme que très, très peu nos ressources. On développe le savoir sur l'extraction des ressources, très peu sur la transformation, sur l'émergence de nouveaux produits, sur la conservation, sur la question environnementale, la récupération et la réutilisation. On peut faire énormément plus. Les redevances, c'est une portion de la réponse. Et actuellement, cette portion de la réponse-là, elle est infiniment trop petite pour ce qu'on retire de nos milieux versus ce qui revient à l'ensemble de la société. Notre façon de créer de la richesse avec la forêt québécoise, c'est des recettes qui appartiennent au 19e siècle. Faire du papier journal, faire du bois de construction, ça nous a bien servi, mais là, c'est terminé. Et fatalement, pour ces produits de commodité, on est un peu dépassé par la compétition dans un marché qui se ratatine. Ce n'est donc pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et là, il faut imaginer ce nouveau monde en se disant qu'un produit qui va substituer le papier journal, ça n'existe pas. C'est une collection de produits. Et là, je ne vous parle pas de tout le monde de la construction, où le matériau bois, et on en a une certaine preuve dans le lieu où on se trouve, c'est pas seulement du 2x4. Les poutres qu'il y a dans cet environnement ici là, sont fabriquées de baguettes d'épinettes noires. L'idée, c'est d'avoir une approche qui nous permet de réintroduire le bois dans le monde de la construction non domiciliaire, dans le monde de la construction institutionnelle et commerciale. Et avec notre matière ligneuse, quand on a tiré 1, 2, 3 pièces de bois d'un arbre, tout le restant, on fait quoi avec, là? Avant, on faisait des copeaux, puis on l'envoyait au pâtier-papier. Dans une perspective de phase transitoire pour permettre à l'industrie de se redéployer, dans une perspective d'autonomisation par rapport à l'utilisation de produits pétroliers pour du chauffage ou de la production d'énergie, dans une perspective de développement régional, la biomasse forestière peut jouer un rôle extrêmement important. Bien sûr, les choses vont changer, tout va brasser. Est-ce que l'industrie forestière va continuer à décliner dans les prochaines années? Est-ce qu'elle va réussir à se redéployer? Je suis assez confiant. Maintenant, ça ne se passera pas en criant ciseaux. Et ça ne se peut pas qu'avec l'énergie qu'on a ici, notre culture, notre enracinement, ça ne se peut pas que ça ne fasse pas partie du jeu de cartes pour faire face aux défis de l'avenir. Dans notre assiette énergétique totale, grosso modo, on a 40% d'hydroélectricité, 10% de biomasse, on a 10% de gaz naturel et 40% de pétrole. On a donc des grandes ressources en énergie renouvelable et toutes les énergies non renouvelables sont importées. Donc on importe tout le pétrole, sauf peut-être 12 barils par jour, et on importe tout le gaz naturel. Dans le bilan énergétique, de 50% énergie renouvelable et 50% énergie propre du Québec, c'est un bilan qui se démarque de ce qu'on trouve ailleurs sur la planète. Dans le monde entier, c'est 85% de l'énergie qui vient des hydrocarbures, à peu près 9% du renouvelable et le restant du nucléaire. Il faut comprendre que le pétrole, c'est un bien qui est vendu sur un marché mondial. Le gaz naturel est vendu sur un marché continental. Donc, il faut séparer le besoin du Québec de la production des ressources. C'est deux choses séparées. Parce que si on produit du pétrole au Québec, on va le mettre sur le marché mondial, et si quelqu'un veut l'acheter plus cher que nous, il va l'avoir. C'est comme ça que ça marche. Même chose sur le gaz naturel. Donc, il est faux de dire que en produisant du pétrole localement, c'est pour nous qu'on produit. A priori, il y a beaucoup d'argent qui dort sous terre
Est-ce qu'on veut l'exploiter maintenant ou non? C'est la grande question. Est-ce qu'on a ce qu'il faut et est-ce qu'on veut le faire maintenant pour des raisons environnementales, sociales, etc. Donc, aux États-Unis, on est passé de 2, 3, 4% de la production totale de gaz naturel en 2005-2006, qui était du gaz de schiste, à, en 2011, les chiffres varient, mais c'est quelque part entre 40 et 60% du gaz naturel produit aux États-Unis qui est du gaz de schiste. On va voir au cours des prochaines années en Amérique du Nord un transfert du pétrole, non pas vers les énergies renouvelables, comme on le prévoyait en 2008, mais vers le gaz naturel. On produit aujourd'hui de l'électricité au gaz naturel en bas de 5 sous le kilowattheure. Ce qui fait aussi que ça nous touche directement, même si on ne produit pas de gaz, parce que l'électricité qu'on produit de manière propre, on ne peut pas l'exporter au coût qu'on espérait. Hydro-Québec prévoyait 8 cents et plus le kilowattheure. On est autour de 5 cents et ça risque de rester comme ça quelques années encore au moins. On a quelque chose qui est très rare, on a des surplus d'énergie propre, qui nous placerait, si on le jouait comme il faut, à l'avant-garde. Parce qu'on pourrait, dès à présent, se poser la question de comment continuer les efforts qu'on a commencés dans les années 1980 et abandonnés dans les années 90. Au début des années 80, on a ouvert les grands barrages de la baie James. Et ça nous a donné un surplus d'électricité immense. Et on en a profité pour transférer une partie de notre industrie du mazout vers l'électricité, dans la sidérurgie, l'aluminerie, etc. On a abandonné à partir des années 90 nos efforts de conversion. Et depuis, essentiellement, la quantité d'électricité et de pétrole se suivent de manière tout douce. On n'a plus de transfert significatif. Or, on a la capacité d'aller vers ces transferts-là grâce à nos surplus d'électricité. L'énergie est centrale à l'économie mondiale. Donc, tous les États se posent des questions sur l'énergie. Donc, je pense que le Québec va rester, par sa capacité à produire de l'énergie propre, va rester un producteur d'énergie important et devrait donc préserver une réflexion sur l'énergie constante, où il faut revoir, il faut développer des stratégies énergétiques et les revoir à intervalles réguliers, toujours dans un contexte de planification sur plusieurs décennies, même si, évidemment, on se trompe toujours, mais au moins ça nous donne une orientation pour nos décisions. Et la politique énergétique, c'est le développement d'une vision sur la gestion de l'énergie, tant du côté de la production que du côté de l'utilisation, et d'une valorisation de ces ressources-là disponibles sur, on espère, un temps qui dépasse une élection. Comment on peut concilier environnement, culture, développement économique, puis les besoins de la société? La première des choses, c'est par le débat. Un débat sociétal, des questions, des positionnements, mais qui concernent l'ensemble de la société. C'est comme ça qu'on va conjuguer tous les aspects de ce que peut être une société durable. Et remarquez que je n'ai pas dit développement durable. On n'est plus à du développement durable. La planète, c'est une planète finie, de ressources limitées. Alors, si on veut vraiment développer une société durable, il faut considérer aussi cet aspect-là. Planifier les ressources, comment on va les utiliser, même si tout le monde en veut là, maintenant, tout de suite, est-ce qu'on peut planifier que ces ressources-là, on les utilise à plus long terme? La question, c'est est-ce que le modèle qu'on a développé, c'est le modèle optimal pour le Québec? On ne peut pas négliger, malgré tout, la question de l'emploi, okay? La question du développement des industries secondaires. Donc, il faut concevoir cette réflexion-là de manière large et de dire, quand on va mettre une grille d'analyse, comment est-ce qu'on va mettre en place tous les poids, le poids de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, le poids du développement régional, le poids du fait que ces ressources-là n'appartiennent pas qu'aux régions, elles appartiennent à l'ensemble du Québec. Donc, comment est-ce qu'on met ça en équilibre? Et c'est pas facile. Il faut qu'on le réfléchisse, qu'on le débatte et qu'on arrive avec un modèle qui sera imparfait, mais qui répondra le mieux possible à ce que nous, on veut comme Québécois et à ce dont on a besoin pour aller de l'avant.
Je suis pas sûr qu'on a agi avec la pleine conscience de la générosité avec laquelle la nature a pourvu le Québec. Aujourd'hui, il faut avoir cette conscience. Et il nous faut, je pense, une véritable réflexion sur ce qu'on veut faire avec notre territoire, ce qu'on veut faire avec nos ressources. Un débat démocratique. On a besoin de revenir à des débats, on a besoin de les faire, ces débats-là, de les tenir. C'est la prospérité globale du Québec, celle sur laquelle on a pu construire le Québec qu'on connaît, celle avec laquelle on va pouvoir poursuivre la construction et les milieux de vie que le Québec veut se donner. C'est un enjeu de tout le Québec.